Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Nérisson, chirurgien orthopédiste exerçant depuis 1993, d'abord au CHU de Strasbourg, puis en clinique privée, et depuis 2017, date de sa création, à la clinique Réna. Après un début d'activité générale, je me suis spécialisé progressivement en pathologie de l'épaule et du coude. Je vous propose donc de partager avec moi mon expérience en passant en revue les différentes pathologies de l'épaule, rencontrées donc en pratique courante, ainsi que leur prise en charge opératoire succinctement et surtout post-opératoire à l'échelle du soin infirmier à travers notre protocole. En fin de présentation, de vidéo, nous parlerons rapidement d'un programme particulier de prise en charge que j'effectue à la clinique Réna, le RST. Cette vidéo s'adresse donc essentiellement aux infirmières et infirmiers diplômés d'État, exerçant en milieu hospitalier, chirurgical, mais aussi en ville, et en particulier à celles et ceux qui sont amenés à prendre en charge la surveillance à domicile des cathéters post-opératoires posés à visée antalgique, essentiellement à la clinique Réna. Pardon, la plupart des chirurgiens de l'épaule de cette clinique en y ont recours. Pardon. Alors, nous commencerons donc par le passage en revue des différentes pathologies de l'épaule, à travers ce qu'on pourrait appeler un véritable inventaire. Qu'est-ce qu'on rencontre surtout? Alors, en pratique courante voulant dire la consultation spécialisée, chirurgicale ou même rhumatologique, hein, ce que rencontrent les spécialistes de l'affection de l'épaule comme pathologie. Alors, nous avons trois grands groupes de malades. Là, je parle bien entendu, attention, d'une population de tout venant, pas d'une population réservée uniquement à l'hospitalisation. Nous avons les pathologies des tendons de la coiffe des rotateurs, qui sont vraiment majoritaires, l'arthrose scapulomérale, appelée l'omarthrose, et l'instabilité et les lésions sportives. Concernant les tendons de la coiffe, il faut savoir quand même qu'on aura jusqu'à 20% de la population âgée de plus de 35 ans qui pourra en être affectée, s'il représente tout de même 200 000 personnes par an, pour un département comme le Bas-Rhin, on peut dire que chacun et chacune d'entre vous va un jour avoir mal à l'épaule. Néanmoins, nous aurons un taux opératoire quand même limité à 1%. C'est donc une pathologie éminemment médicale dans son traitement. Le deuxième groupe, ce sont les arthroses, on les détaillera. Elles sont beaucoup moins fréquentes. On n'a pas du tout la même fréquence d'arthrose de l'épaule par rapport à l'arthrose du membre inférieur, hein, en genou. Bon, là, on n'a plus qu'1% de la population après 60 ans, quand même 12 000 personnes hein, sur le département, avec un taux d'opérabilité à peu près le même. Là aussi, donc, l'affection est fréquemment traitée médicalement. Enfin, nous passerons en revue, comme je l'ai dit, les lésions sportives. Alors, détaillons un peu maintenant cette pathologie de la coiffe des rotateurs, en s'y attardant un peu plus que les deux autres, puisque c'est la pathologie prédominante. Qui sont les gens concernés par ces tendons de la coiffe abîmés? Alors là, je parle surtout des tendons qu'on a été amené à opérer, mais que ce soit des patients traités en milieu rhumatologique ou opérés, nous avons la même répartition. Il s'agit, qui souffrent de la coiffe? C'est surtout les gens qui s'en servent, on aurait tendance à dire, de leurs épaules. Plus de la moitié sont des travailleurs manuels salariés. Beaucoup sont en accident de travail ou maladie professionnelle en termes de statut, ce qui d'ailleurs, disons-le tout de suite, implique un coût social et socio-professionnel extrêmement important, notamment pour la sécurité sociale, pour la collectivité. L'âge moyen est autour de 52-53 ans, donc 48 à 58 ans en général, pratiquement jamais avant 35 ans, ou alors c'est une franche anomalie, et puis elle va varier en fonction de l'exposition au risque. On a beaucoup plus de risques de pathologie de la coiffe chez un maçon
un peintre, un charpentier, que chez des conducteurs de car ou de bus. Le problème de l'inaptitude professionnelle très souvent va se poser, et c'est là le drame. On ne meurt pas de son épaule, mais on peut mourir professionnellement. Les gens atteints de cette pathologie de l'épaule ont une angoisse, et c'est sous-tendu. Est-ce que je peux reprendre mon travail après le traitement médical ou chirurgical? C'est vraiment un des nœuds gordiens du problème, et ce n'est pas toujours le cas, ce qui pose de bon nombre de problèmes. Deuxième grand groupe de population, les artisans, qui font les mêmes travaux, mais à leur compte. D'autant plus qu'ils sont dans des très petites entreprises, parfois avec 2-3 salariés, parfois il est seul. Et là, c'est franchement dramatique quand ils sont atteints sévèrement. 20% des gens sont quand même des artisans, et généralement après 45 ans. Très souvent pour eux, le problème n'est pas la reprise de l'activité professionnelle, c'est que leur entreprise est tout simplement menacée durant leur incapacité de travail, et surtout, a fortiori, s'il y a une inaptitude future. Donc là aussi, on a quand même des drames professionnels sous-tendus qui vont engendrer un climat d'insécurité et d'angoisse pour le patient qui est considérable pour ces deux premières catégories qui concernent, regardons, 75% de la pathologie de l'épaule, ce sont ces gens qui travaillent et qui ont des épaules démolies et qui ont des inquiétudes pour l'avenir. Un groupe de patients de plus en plus fréquent, qui est une véritable bénédiction, les retraités actifs, 20% quand même, sans cesse en augmentation, ça c'est plutôt plus facile. Ce sont des gens qui sont des retraités, certes parfois qui ont été abîmés durant leur activité professionnelle, mais surtout qui sont trop actifs, et qu'il est assez facile de prendre en charge quand on arrive à les raisonner. On a donc beaucoup moins ce climat d'anxiété. D'ailleurs, c'est une population, et c'est apparemment paradoxal, apparemment seulement, qui est assez facile à traiter et qui récupère bien. On a aussi, dans la pathologie de la coiffe, des sportifs. Alors c'est un chapitre qu'on abordera dans la pathologie du sportif, mais les sportifs de lancer, alors en Europe c'est surtout le handball, un peu le tennis, sont des gens qui abîment leurs épaules. Mais c'est pas du tout les plus fréquents. Alors ceux-là aussi, on a souvent de l'anxiété parce que c'est généralement pas, assez rarement un sportif occasionnel, c'est des sportifs qui ont une activité intense, voire semi-professionnelle, et alors là, légalement, on a affaire à un patient anxieux pour son avenir sportif. Alors, examinons maintenant les différents tendons sur le plan anatomique. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera un rappel presque superflu, d'autres, moins, puisque c'est une pathologie, c'est une anatomie qu'on n'a pas toujours en tête. Il y a 5 tendons qui constituent la coiffe du rotateur. Chacun de ces tendons ont une fonction bien particulière, liée à leur position, comme toujours dans l'organisme. Ils vont mobiliser la tête humérale. Sur le plan physiologique, il faut savoir que la main, l'usage du membre supérieur est fortement compromis si l'épaule ne fonctionne pas. La main ne sert quasiment à rien sans épaule. L'épaule sert à lancer et à porter des charges lourdes, mais l'épaule sert aussi à faire un dessin. L'épaule sert à tracer une ligne droite sur un papier. La main posée, c'est pas le poignet qui tourne, c'est l'épaule qui fait mobiliser la main. Donc l'épaule est une articulation unique, et pas comme le poignet où il y a une dizaine, et c'est une articulation qui est en prise en charge les gestes physiques, mais aussi les gestes fins et déliés. Il peut se produire, surtout avec le principal d'entre eux, le sus-épineux ou supra-épineux, marqué SS sur mon schéma, un conflit avec son tunnel. Alors, vous avez sur les 5 tendons, qui ont des fonctions différentes, on a dit, le tendon le plus exposé en pathologie de l'épaule, c'est le sus-épineux. Il est dans un tunnel sous l'acromion, comme vous le voyez ici, et quand vous mobilisez votre épaule, le tendon coulisse obligatoirement, comme on le voit sur le petit schéma à droite, en coupe, qui est une coupe anatomique ou IRM. On voit très bien que si on mobilise l'épaule, si l'épaule bouge, ce tendon va être obligé de coulisser dans un tunnel. C'est aussi vrai pour le tendon du long biceps, indiqué LBI sur mon schéma, puisqu'il lui aussi a une petite gouttière. Les autres sont sous-scapulaires, SSC en avant, ou IS infraépineux en arrière, sont des tendons qui sont moins exposés au frottement, et d'ailleurs moins malades. Ils n'en sont pas moins capitaux. Donc le tendon le plus souvent abîmé
et on va passer en revue un peu son évolution possible, c'est le tendon du sus-épineux. Alors, dans les schémas suivants, vous verrez des coupes à différents stades de la maladie possibles qui peuvent frapper ce tendon du sus-épineux. Des coupes qui se feront selon cet axe, donc dans ce qu'on appelle en radiologie ou en anatomie le plan frontal. Alors, voilà. Qu'est-ce qui peut se produire comme lésion et quelles sont leurs évolutions? Alors, on admet aujourd'hui qu'il y a une suite évolutive, plus ou moins obligatoire, plus ou moins inéluctable, mais très probable, entre ces différents stades de gravité des maladies, des lésions qui peuvent frapper le tendon du sus-épineux. Je le rappelle, le tendon de la coiffe le plus fréquemment atteint, 80% des cas. Alors comment débute la maladie de ce tendon sus-épineux? Par ce qu'on appelle, et on le voit souvent dans les contenus radiologie, une bursite, c'est-à-dire que pour bien coulisser, il y a un petit sac articulaire qui permet le coulissement harmonieux du tendon du sus-épineux contre l'os au-dessus, le plafond, l'acromion et la face profonde du deltoïde. Cette zone de coulissement peut s'enflammer et donne naissance à une bursite. Le tendon est encore intact, mais sa surface est inflammatoire, c'est le coup de soleil sur l'épaule. Quand l'infection évolue par non-traitement, on arrive à une véritable tendinite ou une tendinopathie inflammatoire, c'est-à-dire ce n'est plus la surface du tendon, mais son intégralité, toute son épaisseur qui est enflammée, et alors là, ce tendon va être globalement plus douloureux et surtout plus épais. Et le conflit, le glissement de ce tendon dans son tunnel va s'avérer être d'autant plus difficile. Et les choses vont s'aggraver, parce que si je gonfle, si je suis le tendon, si je gonfle, je frotte plus. Et si je frotte plus, je gonfle plus. Donc le cercle vicieux se met en route et vous évoluez alors vers la tendinite chronique très facilement en l'absence de traitement, ce qui est fréquemment le cas. Le tendon va certes un peu s'habituer, durcir, devenir un peu plus fin, enfin redégonfler, mais entre-temps, des stigmates de frottement du conflit sur l'os acromial vont apparaître, tels que ce bec acromial assez marqué, qu'on voit assez bien sur les radios, ou éventuellement une petite arthrose de la face profonde de l'articulation acromioclaviculaire. Donc des irrégularités vont apparaître au plafond du tunnel, et le sus-épineux va en être encore plus malheureux. C'est donc l'étape de chronicisation. Sur ces trois images, vous pouvez avoir un temps d'évolution qui va aller de 4 à 5 mois jusqu'à plusieurs années. Alors, la douleur est la même, quels que soient les stades. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de correspondance. On peut avoir des gens qui font tous ces stades avec très peu de douleur, ou pas de douleur, et d'autres avec des douleurs infernales. Il n'y a jamais en médecine de corrélation entre les symptômes et la lésion anatomique, c'est très rare. La situation peut évoluer encore, le frottement se pérennise, et il y a deux possibilités. Le tendon se fait carrément manger en surface, c'est-à-dire qu'une vraie râpe à gruyère. Le bec acromial est tellement agressif qu'il commence à entamer purement et simplement le tendon du sus-épineux, comme on le voit en bas sur l'image, ou alors la pression provoque indirectement des zones de nécrose et de destruction à l'intérieur même du tendon, et on a alors une rupture carrément des lésions intratendineuses. Mais en fait c'est un détail, c'est deux façons de s'abîmer un peu différentes. Si on part de là, la situation peut encore s'aggraver. Les deux cas de figure, c'est la rupture superficielle, à force de frotter, on arrive à une rupture complète. Il y a un vrai trou qui apparaît, le tendon est interrompu, il est décroché de son insertion sur l'os, c'est la rupture dite transfixiante, le mot transfixiante n'étant pas spécialisé, un terme spécialisé de radiologie, mais un terme français, c'est troué de part en part. Ou alors, selon l'autre formule, si vous vous souvenez, les ruptures intratendineuses peuvent évoluer à une rupture profonde, c'est-à-dire que ça lâche par l'intérieur au lieu de lâcher par la surface, et vous avez au même résultat une rupture transfixiante. Vous avez en vert les propositions thérapeutiques. Alors comment on traite ces choses-là? Alors sur le plan chirurgical, alors il y a un stade médical, on y reviendra un peu plus loin. Quand on est obligé de les opérer, c'est que le traitement médical n'a pas fonctionné. Globalement, le traitement médical est représenté par les médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et la rééducation. Il y a un délai habituellement qui est consacré, donc quand on fait bien les choses et qu'on respecte bien les protocoles de pratique de soins appropriés,
Il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'il y a un temps où on essaye le traitement médical. Si au bout de 6 semaines, 2 mois, vous avez un échec, les gens ont toujours mal, on commence à se poser la question du traitement chirurgical. Alors en chirurgie, qu'est-ce qu'on fait? En arthroscopie, toujours, on réalise, donc 2, 3, 4 trous selon, on réalise un geste fondamental qui s'appelle l'acromioplastie, qui consiste à agrandir le tunnel, et surtout son bord d'entrée, c'est le petit trait vert, et qui est toujours réalisé, et qui est destiné à faire plus de place au tendon et à supprimer les becs quand ils existent, donc de rendre moins agressif l'acromion. Puis, on réalise ensuite la réparation ou le nettoyage des tendons abîmés. On réalise aussi, quand il le faut, le traitement de l'arthrose de la petite articulation acromio-claviculaire. Voilà un peu les grandes lignes des différentes lésions et de la prise en charge chirurgicale. Rentrons un peu maintenant en détail dans les différentes lésions topographiques. On a vu maintenant l'évolution d'un tendon du sus-épineux qui s'aggravait au fur et à mesure. Maintenant, on va s'intéresser aux différents tendons, en passant en revue surtout 3 ou 4, pas les 5, les 3 ou 4 principaux. Les différents tendons peuvent être malades, séparément, parce que là, je vous ai parlé que de sus-épineux. Celui-là que vous avez ici est toujours sous l'acronyme SS. Mais les autres peuvent être malades également. Alors, le stade le plus simple, c'est les gens qui ont des tendinopathies de coiffe inflammatoires, ils ne sont pas rompus. On l'a vu au début, la bursite, la tendinite, ça se présente comme ça, vu du dessus, en perspective. Le patient souvent a 3 zones douloureuses, le tendon du sus-épineux, que vous voyez ici, qui coulisse, je le rappelle, sous l'acromion, le tendon du biceps, à droite, avec une petite inflammation souvent extrêmement douloureuse, très pénalisante, et qui est assez typique des postes de travail qu'on retrouve d'ailleurs dans votre profession d'infirmière, en porte-à-faux, vers l'avant. Et puis parfois, c'est accompagné d'une irritation de l'articulation acromio-claviculaire située sous la bretelle. Et cette articulation acromio-claviculaire est parfois très intensément atteinte, à tel point que, par exemple, les femmes n'arrivent même plus à porter un sac à main sur l'épaule. Ces 3 lésions de l'épaule sont souvent associées et donnent naissance à des douleurs assez propres qu'on avait à reconnaître. Alors, comment est-ce qu'on soigne ça sur le plan médical? J'ai toujours dit, j'ai déjà dit auparavant, traitement par les antalgiques, les anti-inflammatoires, et la rééducation, qui sont vraiment le triptyque. En cas d'échec, on peut proposer dans certains cas aussi une infiltration locale de cortisone, qui est aussi un traitement anti-inflammatoire, et puis vraiment, si le traitement médical n'aboutit pas et les gens souffrent toujours, ne peuvent pas reprendre leur travail, ne dorment pas, on les opère. Toujours pareil, arthroscopie, donc vis-à-vis de la tendinite du sus-épineux, on ne peut pas opérer la tendinite elle-même, mais on enlève la bourse séreuse, la bursite, on la supprime, on a fait l'agrandissement de l'entrée du tunnel, c'est-à-dire l'acromioplastie, comme je l'ai dit avant, et puis un acte sur le tendon du biceps, alors différents actes sont possibles, et un acte aussi sur l'arthrose acromio-claviculaire. En bref, la chirurgie traite toutes les lésions telles qu'elles sont observées en arthroscopie. Maintenant, les ruptures de coiffe, comment ça se présente? Eh bien voilà, vous avez ici, par rapport au schéma précédent, vous avez une véritable boutonnière sur l'image de gauche. C'est comme ça une rupture de coiffe. Elle débute souvent de manière assez petite. Le sus-épineux est rompu, il y a un trou, mais il est encore attaché, l'épaule reste en général fonctionnelle, fait mal, et on se propose de la réparer, par exemple comme suit, on utilise des encres maintenant qui sont autrefois en titane, et puis maintenant en matériaux résorbables. Ce matériau disparaît en l'espace de 6 mois à 1 an, et permet la réinsertion du tendon, en fait, qui consiste à refabriquer pour lui des véritables racines dans l'os. Vous pouvez avoir donc des petites ruptures, mais vous pouvez aussi avoir des ruptures plus importantes, alors qui va s'étendre, par exemple, vers l'arrière, vers le sous-épineux, c'est pas rare, et voilà, vous avez un exemple de réparation. Alors là, l'impact chez le patient est quand même plus important, l'épaule commence à avoir du mal à monter. Voilà un exemple de réparation, donc dite en double rangée. Et puis vous avez des grandes ruptures, c'est-à-dire des gens dont 3 tendons sur les 4 sont concernés, avec souvent aussi tendon de biceps. Alors là, on est vraiment dans un très gros dégât, et on peut se poser des questions sur la fonction de l'épaule. Là, les choses sérieuses commencent à venir, et les réparations peuvent parfois être relativement faciles, mais si les tendons sont très abîmés, s'il manque de la matière, s'ils ont perdu leur élasticité, les réparations peuvent être difficiles et de tenue précaire. Par exemple, comme sur ce dessin à droite, vous voyez que on a mis une petite vis, mais le tendon est devenu trop court. Il ne recouvre plus la zone d'insertion normale qui est figurée en rouge ici. C'est
l'aire d'insertion normale est en rouge sur chacune des images. Eh bien, ne la recouvre pas parce que le tendon est devenu trop petit. Ce sont des gens qui, par exemple, là, ont une immobilisation après l'opération, chose dont je n'ai pas parlé jusque-là, beaucoup plus importante. Dans les petites ruptures, c'est des gens qui ont très souvent, vous verrez ça en pratique de ville, aucune immobilisation, ni à la clinique, ni en ville, ou très peu, ou juste pour sortir dehors dans la rue. Par contre, 3 tendons très abîmés, l'immobilisation d'1 mois est souvent requise et même assez stricte. Attention, ces délais, ces durées d'immobilisation, c'est un protocole personnel. D'autres équipes chirurgicales immobilisent leurs patients 6 semaines, quoi qu'il arrive. Ce sont différentes façons de voir. Je préfère cette formule qui fait confiance aux gens, on verra comment, parce qu'ils sont informés, plutôt que d'immobiliser ce qui, certes, est quelque chose de plus sécurisant pour le chirurgien, c'est moins de soucis, mais qui débouche sur des raideurs et une récupération plus longue. Voilà pour la pathologie de la coiffe qu'on a passée en revue. Je rappelle donc que c'est l'essentiel de l'activité chirurgicale. Maintenant, appréhendons le problème des arthroses scapulo-humérales, ce qu'on appelle l'omarthrose. Alors attention, beaucoup de gens dans la population disent « Oh ben moi j'ai de l'arthrose partout, j'en ai aux épaules ». Non. L'arthrose de l'articulation glénomérale n'est pas si fréquente que ça. 1% de la population après 60 ans, ça donne quand même un certain nombre de cas pour un département, elles sont très peu chirurgicales, souvent médicales, pareil, en cas d'échec du traitement médical, on propose le traitement chirurgical. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme traitements chirurgicaux? Ça dépend un peu de ce qu'on a comme arthrose. Alors, il y a des omarthroses qui débutent et qui s'accompagnent pas de rupture de la coiffe du rotateur, le chapitre qu'on vient de voir. Vous pouvez avoir l'association omarthrose sévère et rupture de coiffe. Il y a des liaisons entre elles. Mais à un stade de début, vous pouvez bien entendu avoir une omarthrose sans rupture de coiffe. Alors c'est une formule plus heureuse, puisque d'accord, l'articulation est abîmée, mais vous avez encore une épaule assez fonctionnelle, puisque les tendons sont tous présents. C'est alors l'idéal pour positionner une belle indication de prothèse totale d'épaule dite anatomique. Alors on la met quand? On la met quand, vous voyez sur le schéma de gauche, l'arthrose ne concerne l'articulation entre la tête de l'humérus et l'omoplate, mais pas du tout la coiffe. La coiffe n'est pas détruite. Le sus-épineux, ici, sur mon dessin, est toujours là. Alors on met une prothèse anatomique, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, elle va reproduire exactement, de manière très modulaire, la prothèse, l'épaule anatomique, l'épaule normale. Alors, cette prothèse d'épaule anatomique, comme pour une épaule normale, ne peut fonctionner que s'il y a une coiffe. Donc on l'a bien dit, elle ne peut se poser que si la coiffe est intacte. Alors c'est un cas idéal, mais malheureusement c'est assez peu fréquent. La fenêtre de tir est étroite. Les gens sont généralement pas si vieux et sont autour de 60 ans, parfois un peu plus, mais fréquemment, quand on voit un patient arthrosique vers 70-75 ans, il n'a plus de tendon. Et alors, c'est l'étape suivante, on est obligé de mettre une prothèse d'épaule inversée. S'il y a une rupture de coiffe, il se produit alors une excentration de la tête humérale, elle n'est plus tenue, elle gesticule dans tous les sens, la cinématique de l'épaule est extrêmement perturbée, en général elle ne monte plus beaucoup. Vous avez ici sur le schéma de gauche, plus de sus-épineux, plus rien n'empêche la tête humérale de monter progressivement et de se bloquer sous le plafond acromial, ça ne fonctionne plus, tout est abîmé. Grand délabrement, regardez sur l'image centrale, plus de tendons. On met alors une prothèse totale d'épaule inversée, et quand on veut vraiment traiter de manière appropriée quelqu'un qui est encore très actif et qui a la malchance d'avoir vers 60-70 ans encore une telle rupture et qui a encore des objectifs de retraite ou parfois même professionnels, eh bien on ajoute un transfert tendineux. Là l'intervention devient complexe et dépasse le cadre de l'exposé. Disons que c'est le règne de la prothèse d'épaule inversée. Alors la prothèse d'épaule inversée, c'est ce que vous verrez en pratique, en ville ou à l'hôpital, dans 90 à 95% des cas, parce qu'on est souvent trop tard. Et la prothèse inversée est donc non anatomique. La boule, la sphère, est mise du côté de l'omoplate. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte que le deltoïde seul peut faire fonctionner un tel montage, et on n'a plus besoin de coiffe pour monter l'épaule. C'est une découverte française des années 80, qui a longtemps été ignorée. Dernier chapitre, les instabilités de l'épaule et les lésions sportives qui sont grosso modo confondues. Je ne reviendrai pas sur les ruptures de coiffe d'origine sportive qui sont à peu près
qui relève du même exposé hein, que ce que je viens de faire pour les tendons quadrirotateurs. Je parlerai vraiment de ce qui est spécifique aux sportifs. Il n'y a pas énormément de possibilités. Alors, il y a souvent une notion d'accident chez le sportif, évidemment, ou de micro-traumatisme répété, plus ou moins d'accidents, plus ou moins conscients. Vous allez difficilement pouvoir demander à un rugbyman à bon niveau ou à un handballeur est-ce que vous êtes fait mal à l'épaule, est-ce qu'il y a eu des chocs. Pour eux, c'est normal, il y en a à chaque fois. Donc, c'est des gens alors, qui ont des douleurs à l'épaule ou des phénomènes d'instabilité et qui viennent parce que le sport n'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a le chapitre de l'instabilité, c'est-à-dire les luxations gléno-humérales antérieures répétées. C'est des gens qui ont eu une luxation un jour, qui n'a pas toujours été bien soignée, et puis qui, pour un oui ou pour un non, reluxent. C'est extrêmement pénible, c'est difficile à vivre. Je précise que ce n'est pas seulement l'épaule du sportif, c'est aussi les accidents, notamment accidents de travail. On peut aussi avoir ce problème-là dans un usage peu sportif. Il y a quand même dans l'instabilité de l'épaule, 10% des patients, ou 10 à 20% des patients ne sont pas des très grands sportifs, mais relèvent de l'accident de travail. On a le même problème. Alors c'est très sérieux. Vous pouvez difficilement imaginer un ouvrier du bâtiment se promener sur des échafaudages avec un risque de luxation de l'épaule. Le risque de chute est très élevé, il est tout simplement normalement inapte à ce type d'activité. Euh, pour un usage courant, même situation de danger, si vous nagez en eau libre, avec une épaule potentiellement instable, c'est excessivement dangereux. Si elle se luxe, vous pouvez couler. Même probable que vous allez couler, parce qu'on ne réduit pas une épaule qui est luxée en nageant comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe dans une luxation d'épaule ou une luxation récidivante? C'est-à-dire, vous avez ici sur le schéma, à gauche, ils sont figurés les gros ligaments, qui sont les renforcements de la capsule articulaire, un sac fibreux qui entoure l'épaule, l'articulation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, un trait bleu pour le ligament antérieur et un trait bleu à l'arrière pour le ligament postérieur. Eh bien, quand la tête de l'humérus portée en position d'armée du bras, hein, l'armée du bras c'est lancer un objet, eh bien c'est la position de luxation. C'est-à-dire que là, dans ce mouvement-là, s'il est violent, vous avez le passage de la tête humérale qui se fait, elle s'écrase sur l'omoplate, généralement plus dur, et vous avez une rupture et distension obligatoire des ligaments à l'avant. Et ce qui constitue un décollement de cette capsule, une chambre de luxation, et c'est par là que l'épaule va incessamment reluxer. Le traitement est toujours chirurgical, il n'y a pas de traitement médical pour plein de raisons de la luxation d'épaule, il ne sert à rien de faire de la rééducation, vous ne pouvez pas stabiliser l'épaule par de la rééducation, quand c'est une luxation antérieure, je dis bien, elle est donc toujours chirurgicale. Alors, soit sous la forme d'une butée qu'on appelle la targée, une intervention française de création, déjà ancienne, hein, qui était de l'immédiat après-guerre, et qui consiste à mettre, comme son nom l'indique, une butée. La butée, c'est un morceau d'os qu'on prend sur le même trajet opératoire, on verra. Ou alors l'intervention de Bankart, intervention de principe anglais, créée un peu avant, entre deux guerres, et bien entendu à ciel ouvert à l'époque. Aujourd'hui, l'intervention de Bankart s'effectue sous arthroscopie. Les indications respectives entre les deux techniques sont affaires de spécialistes. Alors, pour la butée d'épaule, quelques mots, voilà comment ça se passe. Je reprends toujours mes mêmes dessins de mon éclaté d'épaule, voilà. Il s'agit alors là de prendre, on fait une voie d'abord chirurgicale dans le pli de l'épaule, enfin, pli antérieur de l'épaule, hein, pour une femme à peu près dans l'alignement d'une bretelle de soutien-gorge, et on va ouvrir sur 4 à 5 cm et accéder à cette région antérieure de l'épaule, couper proprement évidemment ce morceau d'os qui est le crochet, qui est un crochet osseux où sont accrochés des tendons qui est l'apophyse coracoïde, et on va faire une boutonnière dans le tendon sous-scapulaire, c'est le trait rouge en dessous, en prenant soin de ne pas abîmer le nerf voisin, le trait jaune, et de mettre cette butée. Alors c'est pas seulement une butée, on le voit, la technique chirurgicale est aussi un croisement musculaire, très efficace. C'est une chirurgie sûre, qui nécessite une immobilisation très courte, et un taux de réussite extrêmement élevé. En statistiques nationales européennes, françaises, européennes ou même mondiales, on est à 99% de taux de succès. Donc une intervention souvent pratiquée par son succès. L'autre formule, encore une fois, pourquoi ça et pas l'eau et pas la butée, c'est l'affaire de spécialistes, c'est alors plus élégamment, plus discrètement, plusieurs petits trous dans l'épaule, de l'arthroscopie. La capsule articulaire est arrachée, vous voyez l'image du milieu, c'est la lésion de Bankart, et on va la refixer élégamment avec des micro-ancres. C'est très joli, la stabilité n'est pas aussi importante, le taux de réussite n'est pas aussi élevé qu'en butée d'épaule.
mais c'est tout à fait, c'est une intention concurrente. Alors aujourd'hui, la répartition entre les différentes indications est de plus en plus définie et permet d'offrir le meilleur, ou ce qu'on pense être le meilleur aux patients. Autre chapitre, après la luxation gléno-humérale, on a une autre luxation qui est très fréquente, c'est la luxation acromioclaviculaire, c'est-à-dire la luxation, le déboîtement de la clavicule par rapport à l'épaule. Alors, c'est typiquement là un accident sportif ou un accident quel qu'il soit, mais c'est pas du microtraumatisme, c'est-à-dire que là il faut vraiment une chute. Et quelle chute? En général, le roulé-boulé, la chute sur le moignon de l'épaule. Très courant en cyclisme ou en sport de combat, judo par exemple, lors des réceptions, mais c'est vraiment en pratique courante le cyclisme. Et c'est un peu le geste de celui qui s'amuse à défoncer une porte, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un trait lésionnel sur l'image de gauche qui va se produire au niveau de la capsule articulaire de l'articulation entre l'acromion et la clavicule, et un second trait entre l'apophyse coracoïde et la clavicule. Donc la clavicule est totalement désolidarisée, figure du milieu, et dans le cas le plus important de la vraie luxation, elle monte et c'est visible à travers un pull, c'est-à-dire que le muscle du cou sternoclédomastoïdien tire sur la clavicule, et vous avez ce qu'on appelle en pratique clinique une touche de piano. C'est-à-dire qu'on voit très bien la clavicule qui sort. Alors elle ne sort pas, hein, bon, elle est déboîtée, mais ça se voit bien, hein. Alors c'est une douleur réelle, c'est une invalidité réelle, même si on peut vivre avec ça, la tendance c'est quand même de les opérer. Les gens ne tolèrent plus ce type de lésion, ça empêche de porter une valise, ça accentue encore la touche de piano, bref, on effectue soit un traitement urgent, sur lequel je ne reviens pas, c'est difficile à faire parce qu'on a quelques jours seulement pour pouvoir le faire, après ça ne marche plus. Pour ma part, j'ai la préférence de la ligamentoplastie, c'est-à-dire on détourne un ligament qui n'est jamais abîmé, et puis on va le fixer dans l'extrémité de la clavicule, un peu comme on fait des ligamentoplasties de genoux avec les ligaments croisés antérieurs. On sécurise ce montage par une vis qu'il faudra ôter plus tard, et le taux de succès de cette intervention est assez bon. Je continue sur le chapitre des épaules sportives. Pour arriver à la fin, vous avez une lésion très fréquente, mais souvent non opérée, qui est un peu l'équivalent de la lésion du ménisque au genou, c'est-à-dire le labrum, le bourrelet glénoïdien, hein, en termes anciens, est un fibrocartilage qui est l'équivalent de l'épaule, qui est l'équivalent à l'épaule du ménisque au genou, mais beaucoup moins fréquent que la pathologie méniscale et qui peut être arraché. Alors il est d'autant plus embêtant qu'il est souvent arraché et créé par une traction du long biceps. Le tendon long biceps, vous l'avez vu à l'extérieur de l'articulation, peut faire mal, mais il est aussi inséré il fait une continuité anatomique avec la partie supérieure du labrum et peut, comme sur l'image du milieu, l'arracher, ce qu'on appelle une slap lésion. C'est une lésion assez typique en termes de chute sur les mains, vraiment se casser la figure avec les mains en avant. Alors on peut l'avoir en ski, en vélo, dans toutes les activités, on peut aussi l'avoir parce qu'on s'y prie les pieds dans un tapis à la limite. C'est une pratique sportive mais aussi non sportive, en accident de travail. C'est assez fréquent et souvent négligé parce que c'est souvent bien supporté mais pas toujours. Là vous avez un exemple de traitement, il y en a d'autres. C'est une pathologie qui n'est pas d'une gravité majeure, mais qui peut perturber beaucoup une activité sportive. Voilà pour le passage en revue de toute la pathologie de l'épaule, hein. La majorité, la coiffe du rotateur, et à l'intérieur de la coiffe du rotateur, le sus-épineux. Les arthroses, avec cette distinction entre l'arthrose de l'épaule sans rupture de coiffe, et l'arthrose de l'épaule détruite totalement avec rupture de coiffe, et puis la pathologie du sportif et les luxations. Maintenant, deuxième grand chapitre, examinons les protocoles post-opératoires, donc une situation à laquelle l'infirmier ou l'infirmière de milieu hospitalier ainsi que de ville peut être largement confronté. Alors déjà, pour les infirmiers hospitaliers, un petit mot sur le parcours périopératoire. Je précise quand même que ces protocoles post-opératoires, je ne les détaille que pour la coiffe des rotateurs. En effet, j'insiste un peu moins pour la pathologie du sportif, qui est très souvent effectuée en ambulatoire et qui nécessite assez peu de prise en charge, et de la pathologie de l'arthrose, pose de prothèse, mais qui s'en rapproche. Voilà. Alors, finalement, ce commentaire est valable pour la coiffe des rotateurs et j'aurais dû rajouter prothèse d'épaule. J'examinerai avec vous 4 points.
et qui sont assez propres de la pratique que j'ai à la Clinique Réna et que je partage pour certains points nombreux d'ailleurs avec l'ensemble des chirurgiens de l'épaule exerçant à Réna. Alors pour le parcours périopératoire, c'est très important, on le verra par la suite. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis personnellement au point un programme de récupération améliorée après chirurgie, alors c'est assez à la mode, j'avoue, mais qui donne de bons résultats et qui est basé sur des réunions d'information et sur une prise en charge très protocolisée. Je dis tout de suite que ces réunions d'information pré- et post-opératoires ne se font plus à l'heure actuelle en raison du Covid, mais reprendront dès que les réunions physiques sont à nouveau possibles. Alors, on passera en revue dans le dernier chapitre ce qu'est ce programme de récupération améliorée, le RENA Shoulder Track, RST. Deuxième point, comment réalise-t-on l'antalgie et l'anesthésie de cette chirurgie de l'épaule, essentiellement de la coiffe du rotateur et un peu plus anecdotiquement pour les prothèses d'épaule? Alors là, c'est une pratique tout à fait commune à l'ensemble des chirurgiens qui exercent à la Clinique Réna. La plupart d'entre eux, en tout cas. Euh, L'anesthésie et l'antalgie sont assurées par 4 actions distinctes. Bien entendu, chronologiquement, nous le verrons, nous avons la réalisation par l'anesthésiste d'une anesthésie loco-régionale par bloc interscalénique, puis une anesthésie générale. Avant la sortie de la salle d'opération, la pose par le chirurgien d'un cathéter pour l'anesthésie locale, et enfin l'usage des médicaments. Les 4 modes d'action, ça c'est l'ordre chronologique, on les passera en revue. Alors, il y a peu de choses à dire sur les anesthésies générales, hein. Je ne suis pas anesthésiste, je ne vais pas m'étendre là-dessus plus que nécessaire. Je parlerai quand même du traitement INS et du traitement antalgique. Les anti-inflammatoires antalgiques sont encore trop souvent confondus, même par des professionnels. Je m'étendrai un peu plus sur ce que c'est que l'anesthésie loco-régionale et sur l'anesthésie locale. Alors, si on s'en réfère à l'évolution dans une hospitalisation par exemple, comment ça se passe? Alors, vous avez en bas, la flèche du bas, donc en abscisse, le temps qui s'écoule sur les 3 premiers jours, 72 heures, et en ordonnée, la flèche verticale à gauche, l'intensité de la douleur, non chiffrée, hein. C'est la douleur évolue selon une courbe que vous avez en trait rouge et qui va être évidemment maximale durant l'acte opératoire. Un malade est inconscient, donc ne souffre pas en tant que tel. Mais attention, j'en profite pour le dire, et c'est trop souvent oublié, la souffrance physique du corps, elle, est intacte, elle existe. Il n'est pas anesthésié. Le corps subit vraiment son agression. Et ça constitue d'ailleurs ce qu'on appelle à distance le choc opératoire. C'est pas l'anesthésie le choc opératoire, c'est l'agression chirurgicale qui est une agression extraordinaire si on réfléchit à ce qu'on fait, ce qui se passe. Évidemment, moins avec 4 trous qu'avec une ouverture de l'abdomen du bassin jusqu'au sternum, mais quand même. Alors, comment ça se passe? La chronologie des événements, durant l'hospitalisation, le malade descend en salle d'opération, il est pris en charge par un personnel infirmier spécialisé en salle dite d'induction, donc juste avant la salle d'opération, il est vu par le médecin anesthésiste et son équipe et qui réalise ce qu'on appelle un BIS, BIS, un bloc interscalénique à la naropéine. Sous repérage échographique, il va injecter une dose de naropéine autour des différents nerfs du plexus brachial et non pas dedans. C'est le repérage échographique avec un opérateur entraîné, ça marche très bien. L'action de cet anesthésiste va se faire sur une dizaine d'heures et donc couvrir une grande partie de la journée. Après, le malade entre en salle d'opération avec son bras endormi et est endormi. Alors évidemment, l'anesthésie générale est là plus pour le confort, puisqu'on pourrait imaginer, on le faisait dans le temps, à une certaine époque, ne finalement pas endormir les gens et opérer uniquement avec la couverture du bloc interscalénique. Enfin, c'est un peu impressionnant. Quand on travaille très près des oreilles, bref, on fait une anesthésie générale de confort qui couvre la durée opératoire, par exemple 1 heure. Ensuite, le malade se réveille, et avant le réveil, en salle d'opération, avant sa sortie, le chirurgien pose le cathéter, cathé c'est marqué, suprascapulaire, relié à une pompe électrique assez rapidement, c'est-à-dire que
On pose, on le verra ensuite, ce petit cathéter dans l'épaule qui va envoyer un produit en continu, et ce sur 3 jours. Après, il sera relié par un petit dispositif qui fonctionne avec du vide et qui n'est plus électrique, et que le patient emporte à domicile. Bien entendu, à tout moment, c'est l'espace jaune, vous avez le traitement antalgique et anti-inflammatoire, à partir du moment où il est réveillé, qui va pouvoir agir également. Vous avez à peu près le même profil en chirurgie ambulatoire, mais avec une durée de couverture plus courte. Alors, après avoir passé en revue la chronologie des différentes actions antalgiques et anesthésiques, penchons-nous sur l'aspect de la prise en charge infirmière. Alors là, c'est une partie de l'exposé beaucoup plus destinée, évidemment, aux infirmières du milieu hospitalier chirurgical, qui est l'arrivée du patient au service. Il faut tout de suite, bien sûr, procéder à un contrôle de son installation, voir s'il est bien, poser des questions concernant sa douleur, sa tolérance, mais bon, globalement, au début, on le voit arriver avec son cortège d'anesthésie locale et loco-régionale, il a pas mal. Durant toute son hospitalisation, et c'est vrai aussi lors du retour à domicile, quand vous vous enquérez de l'état du patient, lui demander s'il a mal ne suffit pas. Il faut savoir que l'évaluation de la douleur se fait généralement sur un malade immobile, ce qui ne veut pas dire que les antalgiques sont suffisants, par exemple. Parce que dès qu'il va être mobilisé, soit par un kiné, soit lui-même pour boire, pour manger, pour s'habiller, pour faire le moindre des gestes de la vie courante, qui sont souvent pas interdits, autorisés, son traitement peut être insuffisant. Sa douleur peut être trop importante, alors que au repos, dans son lit, sans bouger, il n'a pas mal. Donc attention, c'est un tort de faire une évaluation de la douleur uniquement sur un patient immobile. C'est très vrai comme remarque pour la pratique hospitalière, mais c'est aussi vrai en ville. Les antalgiques doivent pouvoir couvrir un minimum de l'activité quotidienne. Alors, les antalgiques et les anti-inflammatoires, les médicaments. Alors, quels sont nos protocoles? Quels sont les médicaments auxquels on peut avoir recours avant de parler de cathéter, qui est une technique propre à certaines cliniques, notamment Arena? Les antalgiques et anti-inflammatoires, c'est bateau, tout le monde sait ce que c'est, sauf qu'on a encore beaucoup de problèmes quant à leur utilisation. L'infirmière, l'infirmier se doit de les connaître et se doit de les rappeler aux patients qui font souvent, allez, disons-le directement, n'importe quoi. Parce que tout le monde confond ces deux médicaments. Un antalgique n'est pas un anti-inflammatoire. Et cette partie d'exposé ne concerne pas la chirurgie de l'épaule, c'est un rappel de médecine. Les antalgiques, tels que le paracétamol, sont insuffisants en post-chirurgical, et généralement on ajoute l'opium. Ça c'est mon choix, on peut rajouter la codéine, on peut rajouter autrefois le dextropropoxyphène, on peut rajouter tramadol, oui, le tramadol, différentes molécules peuvent être ajoutées au paracétamol pour le rendre plus efficient. Globalement, en pratique courante, nous cherchons à éviter le recours à la morphine, excepté la première nuit post-opératoire à la clinique, la gestion de la morphine étant assez difficile en usage autonome et expose à des dérives, à des dépendances trop importantes. Globalement, les antalgiques usuels sont l'association paracétamol plus quelque chose. Alors l'opium pour mon choix, à travers un médicament, l'isalgie, ça peut être aussi d'autres médicaments. Il faut savoir reconnaître chez les patients une mauvaise tolérance aux antalgiques. Plus l'antalgique est puissant et on recourt à l'opium ou à la codéine, qui sont des dérivés morphiniques, eh bien, plus les phénomènes de nausée et constipation sont importants. Parfois, c'est assez spectaculaire. Et c'est l'inconvénient majeur, à côté de la somnolence. Donc l'antalgique, plus il est puissant, plus il bloque le tube digestif. Il faut bien expliquer aux gens que ce n'est pas l'antalgique qui va faire une douleur à l'estomac. Mais l'antalgique n'est pas toujours bien supporté quand il est pris à forte dose ou qu'il est puissant. Alors on le prend en fonction de la douleur, des patients n'en prennent pas, n'ont pas mal. La règle d'or de l'antalgique, c'est de le prendre si c'est nécessaire, par exemple à dose conséquente, d'avoir des horaires de prise réguliers. On ne prend pas ça comme des cacahuètes dans un apéritif. On prend l'antalgique à 8 heures, puis à midi,
puis à 16 heures, etc., à intervalles réguliers, et on modifie l'intervalle en fonction des résultats obtenus, il faut bien le préciser. Deuxième grand groupe, les anti-inflammatoires. Alors, ils sont connus, il y en a énormément. Les plus classiques, Voltaren, Ketom, Profenil, etc. Personnellement, j'utilise le Brexa, mais c'est pas du tout... voilà, on a le Profenil est certainement un des plus puissants. La prise des antalgiques en pathologie de l'épaule, post-opératoire, sera prolongée, plus d'un mois, souvent 2 mois, parfois plus. Il faut donc essayer de ménager ce pauvre estomac des patients opérés, déjà sensibles à cause de l'opération. Le ménager, c'est essayer d'avoir un anti-inflammatoire supportable, pas trop puissant. D'un autre côté, la protection gastrique sérieuse par des IPP, donc par exemple comme l'oméprazole, est indispensable. Un simple Gaviscon ne suffit pas. Malgré cela, la tolérance peut être insuffisante et les troubles gastriques, les douleurs gastriques doivent faire arrêter le traitement anti-inflammatoire. Le traitement anti-inflammatoire peut être responsable aussi de nombreux problèmes liés à toutes ces molécules qu'elles ont en commun, une poussée hypertensive, une petite déstabilisation de diabète, quoique la douleur aussi déstabilise le diabète, des phénomènes allergiques. En général, si vous avez des phénomènes allergiques assez marqués, c'est plutôt l'anti-inflammatoire que l'antalgique. Voilà un peu ce qu'on peut dire, ce que l'infirmière, l'infirmier, en milieu hospitalier ou à domicile, peut prendre en charge et bien aider son patient. Le rappeler déjà l'usage. On ne vomit pas souvent à cause d'un anti-inflammatoire, on a plutôt mal à l'estomac. Mais on n'a pas mal à l'estomac à cause du paracétamol. Penchons-nous maintenant un peu sur le sujet proprement parlé du cathéter supraclaviculaire, pratique un petit peu spécifique ARENA, qui se développe dans d'autres régions de France, et dont nous sommes très satisfaits personnellement. Alors on l'utilise que dans la coiffe du rotateur, on ne met pas de cathéter supraclaviculaire en contact avec qui mettent en contact l'articulation avec le milieu extérieur sur des prothèses. Il y a un risque infectieux. On verra comment on le positionne et quels sont les éléments de sa surveillance. Alors, le positionnement, avant que le malade ne quitte la salle d'opération, on introduit le cathéter, ce fin fil que vous voyez ici sur la photo de droite, à l'aide d'un dispositif d'injection, un kit fourni, et on le fixe, on le verrouille avec un pansement autobloquant, et on le réunit à cette petite chambre, qui sera reliée elle-même, qui est un piège à bulles, et qui est un filtre, et qui sera elle-même reliée à la pompe électrique au début, et puis à une pompe autonome ensuite, quand le patient rentre à domicile. Après, on met différents types de pansements pour le verrouiller, c'est moins important. Sur le plan schématique, voilà ce qui se passe. On met le cathéter à travers le muscle du sus-épineux, de manière à ce que le liquide de naropéine approche au plus près le nerf subscapulaire, sans le toucher. On a une technique pour éviter d'avoir à le toucher. Le principe est donc que le produit se diffuse dans le corps musculaire et inonde le nerf suprascapulaire, qui est le nerf qui est l'innervation sensitive, entre autres, d'une grosse partie de la coiffe du rotateur. Alors comment surveille-t-on ce cathéter? Alors là, il s'agit spécifiquement du travail d'une infirmière en milieu hospitalier et surtout en milieu de ville, en général contacté pour notre part par le distributeur et fabricant de ces cathéters, pour notre part c'est Alliance Perf, mais il y en a d'autres, et où il est essentiel d'avoir une notion, une formation minimale, c'est-à-dire que et ça n'a rien de paniquant, vous ne manœuvrez pas un cathéter qui va dans le plexus brachial. Il s'agit d'un cathéter dont l'extrémité et le liquide coulent dans un muscle. Donc il n'y a pas de choses particulièrement à craindre lorsque vous le manipulez. Alors qu'est-ce qui peut arriver à ce cathéter? Le pire, c'est qu'il ne marche pas. Alors, il peut se déplacer. Pour une raison ou pour une autre, le pansement occlusif peut se détacher. On ne peut pas le remettre. C'est évident que si le cathéter se déplace, l'infirmière de ville qui contrôle le patient au 2e jour et 3e jour post-opératoire doit l'ôter. De toute façon, il est systématiquement ôté au 3e jour, puisqu'il n'agit que 30 à 40 heures en autonomie. Donc, en fait, au 72e jour post-opératoire, si un patient opéré le mardi, le vendredi, il faut l'ôter. Mais, vous pouvez, comme l'assurance est quotidienne, vous pouvez constater qu'il s'est déplacé déjà bien à la 24e heure, tant pis, il faut l'ôter et inviter le patient à renforcer son traitement antalgique.
Le cathéter peut aussi être bouché, manifestement, c'est-à-dire que le flacon ne se vide pas. Il faut savoir qu'il faut se retourner vers la clinique. Les infirmières de l'hospitalisation savent gérer ça et on change par exemple le flacon qui peut être défaillant mécaniquement. Le cathéter peut aussi fuir. Vous avez une inondation de naropéine, des vêtements, du pansement. On peut décider de l'ôter, mais il y a quand même une partie du produit qui va à l'intérieur et qui fait son travail antalgique, donc c'est parfois dommage. Si c'est pas trop gênant, il vaut mieux le laisser. Enfin, beaucoup plus rare, le cathéter, le point d'introduction du cathéter peut être infecté avec de la douleur, de la fièvre. Alors là, c'est une indication formelle à en pratiquer l'ablation et à le renvoyer vers le chirurgien ou vers les urgences de la clinique rapidement. L'infection du site du cathéter peut être assez dangereuse, mais c'est extrêmement rare. Nécessite l'ablation qui généralement règle le problème et éventuellement une surveillance appropriée. Concernant maintenant, globalement, les pansements, les soins infirmiers qui se font sur une épaule opérée, là on est nouveau à la fois dans la pratique de l'infirmier hospitalier, mais aussi de ville, à domicile. On a, lors de l'hospitalisation, qu'elle soit ambulatoire ou de court séjour, il faut savoir que notre habitude, à presque à tous, est de mettre un énorme paquet de compresses qui vont protéger à la fois les orifices cutanés de la chirurgie et le cathéter. Il sera guère visible, mais il sera palpable. On peut surveiller sa tolérance, douleur au point d'entrée. Que le patient sorte le jour même en ambulatoire ou le lendemain, voire le surlendemain, on pose ce qu'on appelle un biberon, c'est-à-dire en fait, ce petit réservoir autonome non électrique qui fonctionne par le vide, fourni pour notre part par la société Alliance Perf, et qui permet aux patients d'avoir cet écoulement progressif de naropéine. On n'ôte pas du tout le pansement chirurgical, on ne le change pas, mis à part certains, sauf s'il est vraiment très sale en général, on ne le change pas, on laisse colmater l'ensemble, et le patient rentre à domicile avec son énorme pansement qu'il va garder, ainsi que son cathéter, jusqu'au deuxième ou troisième jour post-opératoire. On pratiquera alors en soins infirmiers à domicile, la surveillance le lendemain, puis le surlendemain l'ablation du cathéter et de tout le pansement chirurgical qu'on remplacera par des tout petits pansements hermétiques, 10 pansements douches, qui permettent là aux patients, comme son nom l'indique, de se laver. L'ablation des fils définitive se faisant généralement vers le 7e jour. Je rappelle que pour les prothèses d'épaule, nous n'avons pas de cathéter et que les suites chirurgicales sont assez classiques. On refait le pansement en revanche à la clinique avant la sortie et qu'on n'a pas de pansement douche pour des prothèses d'épaule. L'ablation des fils ou agrafes pour les prothèses d'épaule se faisant plutôt vers le 10e jour. Un mot sur la prescription pour l'infirmière, l'ordonnance de prescription. Elle a longtemps fait débat dans le milieu infirmier. Est-ce qu'on a le droit de s'en occuper? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Vous avez parfaitement le droit, l'acte est codé, il faut une prescription détaillée. C'est-à-dire qu'on demande à l'infirmier ou à l'infirmière de surveiller et de réagir quand une anomalie se produit. On remplit une feuille de soins et tout est précisé ici. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut surtout réagir. C'est-à-dire que si le cathéter est mal toléré, parfois les gens sont angoissés simplement par la présence de cathéter. Ils sont soulagés mais angoissés. Ça peut aussi être une raison pour l'ôter. Il faut que ce soit bien toléré globalement. La prescription de la perfusion à domicile est prévue sous la forme suivante d'une ordonnance préétablie. Et il s'agit, je le rappelle, vous l'avez ici coché au milieu de la feuille, d'injection de ropivacaïne pendant 48 heures en périnerveux et non pas dans une structure, et non pas au sein d'un vaisseau ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit donc d'un danger minimal. Il est bon, dans le dernier point, dans le protocole post-opératoire, et cela que l'infirmière connaisse ou l'infirmière connaisse ce sujet, de veiller à calmer le patient et de corriger les mauvais gestes et postures. Alors c'est plutôt un travail de rééducation et de kinésithérapeute, on est d'accord, mais tout le monde a intérêt à savoir gérer ça parce que de mauvais gestes et de mauvaises postures exposent des douleurs. Et pour l'infirmier ou l'infirmière de ville, il faudra s'attendre à ce que le patient vous pose des questions, voire
cherche à vous poser des questions pour voir si ce qui colle avec ce qu'on lui a dit à l'hôpital. Ils sont comme ça. Donc, ils cherchent plutôt à avoir multiples confirmations de leur pratique. Gestes et postures, c'est essentiel pour éviter la douleur. Globalement, quelles que soient les opérations réalisées finalement, là j'ai relisté tout ce qui est chirurgie de l'épaule, en arthroscopie, la coiffe des rotateurs, les prothèses, les butées d'épaule, etc. Généralement, hormis certaines situations de réparation très précaires, dans mon protocole personnel, j'aime bien que les gens puissent être au lit, bras libres, en dehors d'une attelle. Le fait d'être dans une attelle d'épaule, coude plié, fait mal. Le coude plié a tendance à faire mal et les gens sont souvent soulagés quand ils peuvent déplier leur coude parce que c'est le coude qui a mal. Il faut savoir aussi que le sang qui s'écoule, souvent il n'y a aucun drainage du champ opératoire, donc le sang qui s'écoule ça fait à l'intérieur et s'arrête au coude. Et ça fait mal. Généralement, dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, le kinésithérapeute ou la kinésithérapeute propose des exercices très prudents. Le plus classique est le mouvement pendulaire, c'est-à-dire on demande aux gens de faire des mouvements du bras en battant de cloche comme ça. Ça fait du bien dans la plupart des opérations de d'emblée bouger un peu l'épaule, ce qui permet également de faire la toilette dans le creux de l'aisselle facilement, de s'habiller assez facilement, parce que si le malade se penche en avant et laisse son bras ballant, il peut s'habiller, il peut se laver les bras sans difficulté. Après, la décoaptation, les mouvements d'élévation antérieure, c'est un peu plus technique, c'est une affaire de kinésithérapeute, globalement ce sont des gestes antalgiques. Il est important pour les gens qui ont mal au bras, c'est souvent le cas, le bras fait mal, le muscle du biceps fait mal, parce que le sang de l'épaule va vers le muscle du biceps, de le masser lui-même. Le patient masse leur biceps, ce n'est pas dangereux, et la glace est un traitement remarquable qui n'est pas dangereux à condition d'être mis avec une interposition de tissu et non pas directement, bien entendu. Ça peut brûler. L'immobilisation se fait soit dans des écharpes en papier, généralement quand on n'a pas fait de réparation d'épaule ou qu'on pense qu'elle est très très solide, ou dans des attelles dont la durée est variable, on l'a déjà dit, et elle dépendra de la fragilité, de la précarité de la réparation. Ça, c'est précisé par le chirurgien. Je parle ici essentiellement pour les infirmières hospitalières, mais aussi pour la pratique de ville. Sachez que pour ma part, généralement, les patients sont accompagnés d'un dossier. Ce dossier dans une pochette noire, on verra en fin de présentation. Ce dossier, lui, contient toutes les informations et notamment ce qui est autorisé en termes de liberté. Voilà pour le protocole post-opératoire concernant infirmiers et infirmières de ville ou, bien sûr, à l'hôpital. Dernier point, on passera rapidement dessus, nous avons cru nécessaire, en 2016, de proposer, comme on proposait des programmes de récupération rapide après chirurgie de la hanche, à démarrer par la hanche, un programme de récupération, alors là, pas rapide, mais amélioré, ça s'appelle le RAC, c'est validé par l'Agence régionale de santé, la récupération améliorée après chirurgie, est destinée à modifier la prise en charge péri-opératoire pour peut-être améliorer ou tenter d'améliorer les résultats du patient opéré. Pourquoi on a fait ce programme de parcours de soins? On a visé plus la qualité que la rapidité, je viens de le dire, et quels ont été les constats en chirurgie de l'épaule qui nous ont amenés à proposer ce programme de prise en charge appuyée. Alors on commence par le constat. Alors il date de 2015, mais toujours vrai. Qu'est-ce qu'on a constaté dans notre pratique au fur et à mesure de toutes ces années? J'ai dit que j'ai commencé il y a longtemps. Deux choses importantes. Le patient épaule est un anxieux, on l'a dit. Il a peur, il a mal. Les douleurs d'épaule sont quand même insomniantes et soutenues. C'est pas une douleur, l'épaule fait 2 fois plus mal que le genou qui fait 2 fois plus mal que la hanche, c'est encore toujours vrai. L'épaule fait mal, elle est innervée, le membre supérieur de toute façon fait mal, il est très richement innervé. L'épaule fait mal, donc c'est source d'insomnie et d'inquiétude. Les gens, je vous l'ai dit, sont anxieux la plupart du temps. Ce sont des professionnels pour la plupart du temps. Accidents de travail, maladies professionnelles, on a vu les artisans qui ne peuvent plus travailler. Il y a une tension sociale, il y a une menace sur l'activité professionnelle, et ça c'est une menace perçue comme grave, évidemment. Donc les gens sont anxieux. Il faudra prendre en charge cette anxiété. Et puis l'épaule ne récupère pas vite. Vous pouvez marcher quelques jours après une prothèse de hanche aujourd'hui. On ne récupère pas quelques jours après une chirurgie de l'épaule, même une coiffe des rotateurs non rompue. La récupération est longue, les rapides c'est 3 mois.
bon nombre de gens ont besoin de plus de 6 mois, 9 mois pour oublier qu'ils ont été opérés de l'épaule, et il y a des gens qui dépassent l'année. D'autre part, un autre constat nous a fait pousser à améliorer la prise en charge et à la repenser, c'est l'évolution elle-même du système de soins. Le système de soins il est de plus en plus basé sur la vitesse et la rentabilité. D'un autre côté, c'est les progrès chirurgicaux dont on est un peu victime. C'est-à-dire que la chirurgie est beaucoup moins invasive, que ce soit prothétique, ou surtout l'arthroscopie, c'est pas invasif. Quand on ouvre une épaule en épaulette sur 15 cm, les gens ne gesticulaient pas après les opérations, ils avaient excessivement mal, ils ne bougeaient pas. Il y a même des chirurgiens à une certaine époque qui considéraient que c'est bien si le patient a un peu mal, il fait attention. Non, les progrès chirurgicaux provoquent moins de douleur, moins d'incapacité, exposent donc à des risques de menacer la réparation ou de menacer le résultat opératoire par une mobilisation trop précoce. De même, les progrès d'anesthésie et de lutte contre la douleur, eux aussi, sont réels. Et les gens ayant moins mal peuvent être amenés à avoir plus d'audace, pas forcément à bon escient. Enfin, les hospitalisations qui sont de plus en plus courtes, le développement de l'ambulatoire, perçu comme un gage de qualité, c'est à rediscuter, à relativiser. Le contact soignant-patient, tous les infirmières le savent, diminue pour pas parfois quasi disparaître, les soignants étant eux-mêmes absorbés par des tâches administratives dont la quantité va croissante et semble jamais vouloir s'arrêter. Bref, les échanges sont plus courts, l'information est plus difficilement délivrée. Quelles sont les conséquences de ce constat d'évolution dans le milieu hospitalier? Les patients déjà anxieux le sont encore plus. L'échange avec le milieu hospitalier, le personnel hospitalier est encore moins important. Les patients sont moins agiques, ont plus d'audace, font plus de mouvements, font plus de bêtises. Comme l'accompagnement périopératoire est plus limité, on observe plus d'incompréhension sur ce qui est fait, souvent une sous-estimation de la sévérité de ce qui a été fait, de l'anxiété devant toutes les évolutions qui sont perçues comme des échecs, une douleur qu'on ne comprend pas, une raideur qui se prolonge, est-ce qu'on m'a loupé, est-ce que l'intervention est réussie? Et alors, le problème d'excès d'audace, des patients qui n'ont pas compris les consignes, et l'évolution vers la mauvaise cicatrisation des tendons et les échecs. Paradoxalement, nous avons des performances plus importantes et on peut avoir des taux d'échec qui restent stables, parce que les gens sont beaucoup plus audacieux. Pour lutter contre cette dérive, il faut bien appeler ça une dérive, j'ai imaginé une réponse qui est la prise en charge pour les épaules. On l'appelait RST, Renal Shoulder Tract, le chemin pour l'épaule. Le but était tout simplement, c'est tellement logique, d'augmenter la qualité du résultat final en tenant de tout ce que je viens d'expliquer. Il y a toujours, tous les chirurgiens ont 20% de leurs patients qui ont des résultats exceptionnels. On se dit alors, mais je suis un génie, vraiment. Et il y a 80% des patients qui ont un résultat un peu plus poussif. Ce programme avait pour but d'essayer de faire grimper le taux de 20% de patients exceptionnellement rapides dans la récupération à, par exemple, 60%. D'augmenter le taux des patients dont la récupération est bonne ou facile. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un élément clé, à laquelle je crois beaucoup, qui est d'augmenter l'intervention du patient lui-même. Il y a les soignants, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, kinésithérapeutes, mais il y a aussi le patient lui-même, qui n'est pas assez intervenant bien souvent, et qui doit vraiment s'approprier son intervention. Il a été opéré, c'est son épaule, il doit s'en occuper. La passivité n'est pas de règle. Alors comment on l'implique? Bien, il faut absolument optimiser l'information qui est délivrée aux patients, mais aussi aux soignants. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'information et le dialogue sur le terrain en ayant moins de temps, ce qui n'est pas simple. Et souder l'équipe chirurgicale, l'équipe de soins qui entoure le patient avec vraiment un état d'esprit pluridisciplinaire. Quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour obtenir ce but qu'on vient d'expliquer, l'optimisation de l'information et l'accompagnement par l'équipe pluridisciplinaire? L'optimisation de l'information, c'est ce que je suis en train de faire quelque part, c'est-à-dire expliquer au patient en termes le plus simples possible qu'est-ce qu'il a, lui faire comprendre un minimum, l'initier à la pathologie de l'épaule, un minimum, au moyen de ce qu'on a créé, des réunions d'information collective pluridisciplinaires qu'on effectuait avant l'opération et après l'opération, aujourd'hui suspendues en raison du Covid, mais qui reprendront,
et qui sont actuellement réalisés pour la réunion d'information préopératoire à J-10 par le biais d'un film que j'ai mis en ligne sur mon site internet, mais qui ne peut pas, qui est informatif, mais qui ne peut pas remplacer une réunion présentielle, par le biais de fiches informatives qu'on donne avant l'opération, qu'on donne aussi à l'équipe, et par le biais de fiches d'information post-opératoires qui sont la feuille destinée, une sorte de compte-rendu opératoire imagé de l'opération, destiné à la fois au médecin traitant, aux patients et aux kinésithérapeutes, de manière à ce que tout le monde parle de la même chose. C'est très important pour que le patient se sente accompagné, mais actif. L'accompagnement par l'équipe pluridisciplinaire est fondamental. J'ai voulu créer une accessibilité commode en proposant une boîte mail. On a développé avec d'autres chirurgiens une unité épaule où on hospitalisera en majorité les épaules à la clinique RENA. On retrouve des infirmières, des aides-soignantes, kinésithérapeutes et médecins anesthésistes formés à cette épaule, et en permettant aux patients, si c'est nécessaire, d'avoir accès à une assistante sociale, psychologue et à l'hypnothérapie éventuellement. Alors, les documents voilà, dont j'ai parlé, c'est la pochette en question qui est disponible également en pratique de ville. Le patient rentre avec son dossier d'information qui peut aider une infirmière, qui peut aider ceux qui sont kinésithérapeutes pour prendre en charge ce patient, ce qui crée un lien permanent. Aux conclusions donc, ce programme de récupération améliorée après chirurgie dit RST est un parcours de soins périopératoires destiné à la plupart des patients opérés de l'épaule pour obtenir une récupération plus rapide et de meilleure qualité, surtout, plus que la rapidité, en faisant intervenir des compétences pluridisciplinaires et surtout une responsabilité accrue du patient. C'est une démarche qui est également passive et active. Il ne s'agit pas juste de donner son épaule à opérer. Et la phrase un peu rude qui consiste à dire « vous aurez le résultat que vous méritez », qui se dit, d'ailleurs surtout dans certains pays plus que dans d'autres où le langage est plus franc, est fondamentale. Les patients ont à leur disposition ce timeline où on voit un peu le temps qui s'écoule, qui permet de voir les différentes étapes de leur prise en charge. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle paraît répondre à toutes vos attentes. Et n'hésitez pas à mettre un pouce de like ou dislike. Je lis les commentaires. C'est toujours instructif.